On ne va pas se mentir ce soir avec Laurent Baumel, député PS d'Indre-et-Loire. Bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir. Et pardon pour l'erreur que nous avons commise hier. Nous avons appelé Olivier Faure, évidemment, c'était une erreur. On s'en excuse platement. David Lisnard est là également, maire Les Républicains de Cannes. Bonsoir, merci d'être des nôtres. Fatima Bennomar, bonsoir. Une première pour vous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes la fondatrice de SAFE, Squat Artistique Féministe Écolo. C'est bien ça. Merci d'être des nôtres. Isabelle Bordry, de retour. Nous vous avons déjà reçu ici. Bonsoir et merci, vice-présidente de Génération Citoyen. Alors ça a changé. Absolument. Plus nous citoyens. Expliquez-nous rapidement pourquoi. Génération Citoyen est apparue il y a maintenant quelques mois parce que nous, citoyens, ne répondaient plus aux aspirations, notamment démocratiques et de transparence, qu'attendaient les militants. Très bien. Alors ce soir, on parle avec vous du scandale Volkswagen, du procès de Jean Mercier, cet octogénaire qui a aidé sa femme à mettre fin à ses souffrances. Elle était elle-même âgée de 85 ans. On parle des révélations du quotidien Le Monde sur les projets d'Anne Hidalgo pour Paris, de la rencontre entre Emmanuel Macron et les parlementaires du Parti socialiste, ou encore du sommet des ministres de l'Intérieur à Bruxelles concernant la crise migratoire. On va commencer par Volkswagen. Pour le moment, il ne parle pas de démission, il n'a qu'un mot à la bouche. Désolé, Martin Winterkom est désolé, infiniment désolé même pour la faute commise par son groupe, c'est le terme qu'il a utilisé. Volkswagen, dont au moins 11 millions de véhicules diesel truqués ont été commercialisés dans le monde entier. Il présente ses profondes excuses aux clients de Volkswagen, aux autorités allemandes, à l'opinion publique, mais what else? Pour l'instant, donc pas de mesures plus fortes que celle-là. Le scandale Volkswagen est maintenant mondial. Il jette l'opprobre sur tout le secteur automobile allemand et même au-delà, puisque aujourd'hui, sur les marchés financiers, les actions Renault et Peugeot étaient en baisse. 600 000 personnes travaillent pour Volkswagen dans le monde. Laurent Baumel, cette affaire Volkswagen, c'est un choc profond en Allemagne, ce que nous disait notre correspondant sur place. Les Allemands ont honte. Est-ce que vous faites partie de ceux qui tombent des nues quand on sait la réputation de sérieux des constructeurs automobiles allemands? Oui, c'est une affaire un peu effrayante. Si vous voulez, le mensonge, on a souvent on accorde beaucoup d'importance au mensonge en politique. Les hommes politiques qui promettent des choses et qui ne les font pas. Mais finalement, le mensonge en économie, c'est grave également. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui croient acheter des voitures non polluantes ou peu polluantes et puis qui découvrent qu'on a fraudé les mesures. Et donc, ça sape la confiance. Et tout ce qui sape la confiance est extrêmement dangereux. Dangereux également, beaucoup pour l'emploi. Je le disais, rappelé à l'instant, 600 000 personnes travaillent pour Volkswagen dans le monde. Il y a des concessionnaires qui aujourd'hui voient des clients renoncer à des actes d'achat de leurs véhicules qui sont troublés. On va écouter, avant de faire réagir le plateau, Angela Merkel, qui, c'est un fait assez rare en Allemagne, s'est désolidarisée du constructeur. Écoutez la chancelière. VW anbelangt, so geht es angesichts der schwierigen Lage jetzt darum, volle Transparenz zu zeigen, den gesamten Vorgang aufzuklären. Und der Verkehrsminister ist hier ja auch in engem Kontakt mit dem Unternehmen VW. Und ich hoffe, dass möglichst schnell die Fakten auch auf den Tisch kommen. Alors, il y a une enquête qui est menée aux États-Unis. La firme risque là-bas 18 milliards de dollars, 16 milliards d'euros d'amende. Mais il y a aussi des enquêtes qui sont ouvertes en Europe, singulièrement en France. Ségolène Royal a demandé une enquête. Isabelle Bordry, ça vous semble important que la France veuille faire la lumière sur cette affaire? Oui, je pense que la transparence est absolument nécessaire. Aujourd'hui, vous parliez de mensonges, mais il y a ce capital confiance qui est animé et qui est tout à fait fondamental pour les grandes marques au niveau mondial aujourd'hui. Et la transparence doit être faite et les explications doivent être données aux clients. Quel était l'impact justement négatif que ce logiciel qui devait effectivement permettre de lutter contre la pollution ou faire en sorte que les voitures ne soient pas polluantes, quel était l'impact réel que ce manque a généré. Et c'est dans la transparence que Volkswagen se reconstruira. Et aura de nouveau des clients. Fatima Bennomar, est-ce que vous êtes surprise par le fait que le dirigeant, enfin le président de Volkswagen, je cherchais le mot, n'évoque pas pour l'instant de démission? Non, je ne suis pas surprise. En fait, je ne suis surprise de rien dans cette histoire parce que d'abord, il faut remercier les ONG qui ont rempli leur rôle de lanceurs d'alerte. Ce qui vient à mon raisonnement selon lequel
il y a une espèce de croyance qu'on peut se reposer sur la vertu des grands producteurs, des grands industriels par rapport aux grandes questions de l'intérêt général comme la lutte contre la pollution. Je ne crois pas un mot. Je pense que vraiment le système que je nommerai capitaliste est dans l'idée de faire ses bénéfices à court terme et qui n'a que cette analyse-là à court terme et qu'on ne peut se reposer que sur des vraies mesures coercitives, contraignantes, pour vraiment avoir un contrôle sur ce dont finalement nous serons nous les premières victimes, c'est-à-dire les usagères, les personnes qui respirent, et qui ne peuvent que faire confiance finalement s'il n'y avait pas cette vigilance des ONG. Et j'espère que c'est quelque chose qui éclairera l'action de la COP21, puisqu'on en est encore à quelques jours, qu'il faut des mesures coercitif parce qu'on ne peut pas se reposer que sur la vertu des grands industriels qui sont dans leurs bénéfices à court terme, dans leur logique de court terme. Oui, mais là, il y avait des mesures. Là, les mesures existaient. Les mesures étaient contournées. Les mesures existaient. Et ce qui est formidable, c'est qu'on s'est effectivement rendu compte que la marque fraudait et que maintenant, il y a transparence. Donc, le jeu du capitalisme marche plutôt bien. On s'en est rendu compte, effectivement, parce qu'il y a une action depuis plusieurs années d'ONG notamment consacrées à l'environnement, sur cette question du fait que les constructeurs peuvent détourner les contrôles. On a titré, David Lisnard, Volkswagen, la tromperie du peuple, parce qu'évidemment, Volkswagen, c'est la voiture du peuple. Et là, c'est vraiment une question ce n'est plus une question de confiance, mais de défiance profonde qui peut s'installer. Oui, effectivement, la confiance, elle est au cœur de tout contrat, toute relation. Alors, ce qui est réjouissant quand même, c'est de voir à quel point un groupe aussi puissant, premier groupe au monde, peut être extrêmement soumis à l'opinion que s'en font ses clients. Il y a aussi, on peut aussi retourner ce que vous disiez. C'est-à-dire que ce qui est réjouissant là-dedans aussi, c'est de voir qu'aux États-Unis, on a tendance souvent à critiquer les États-Unis, parfois à raison, parfois à tort. C'est aussi une agence nationale qui soulève le lièvre, qui le transforme en procédure pénale, avec une demande de sanctions extrêmement élevée, 18 milliards de dollars. Donc, des gens qui fraudent malheureusement, puisque sans que la fraude est avérée, ça existera toujours dans tout système ouvert. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des organismes de régulation et de sanctions pour précisément pouvoir se substituer à la carence privée lorsqu'elle est manifeste. Mais en l'occurrence, quand même, observons une fois de plus que c'est une agence d'État, c'est une agence américaine qui soulève une fraude. C'était pareil pour la FIFA, c'était le cas aussi sur des organismes financiers, et que je trouve que malheureusement, on est un peu à la traîne en Europe, alors qu'on devrait avoir cette éthique qui se traduit dans une approche juridique forte. Le montant annoncé de l'amende, qui ne sera pas forcément le montant final, il peut même être plus élevé, car il y a beaucoup de procédures qui vont être ouvertes aux États-Unis. 18 milliards de dollars, 16 milliards d'euros. Certains y ont vu une mesure protectionniste des États-Unis contre l'entrée sur leur marché de véhicules européens diesel. Oui, mais peut-être, j'en sais rien, il n'empêche que il y a une fraude qui est identifiée, qui est traduite de façon internationale par cet organisme américain, et que, je le répète, lors de la crise des subprimes, certains grands groupes américains ont été attaqués par des autorités indépendantes américaines, mais qui sont institutionnelles. Elles sont indépendantes mais institutionnelles, comme cela existe en France. Donc là aussi, le capitalisme, c'est le pire des systèmes après tous les autres. C'est comme la démocratie en politique. Ça n'a pas été beaucoup le cas de Goldman Sachs. Ils ont été laissés relativement tranquilles au moment de la crise de 2008. Heureusement qu'il y avait l'État pour les sauver. Alors qu'ils étaient considérés comme faisant partie des responsables. Deuxième thème de nos débats ce soir, un geste d'amour, ni plus ni moins. C'est ainsi que Jean Mercier, 87 ans, décrit l'aide qu'il a apportée à sa femme en novembre 2011 pour mettre fin à ses souffrances. Josiane Mercier était âgée de 83 ans et non 85 comme je le disais tout à l'heure. Elle souffrait de douleurs chroniques provoquées par l'arthrose. Elle était dépressive. Elle avait fait plusieurs tentatives de suicide pendant les 30 dernières années de sa vie. Et le 10 novembre 2011, son mari, Jean, lui apporte un grand verre d'eau et il l'aide à avaler consciemment, sciemment même, une quantité mortelle de médicaments. Il a attendu qu'elle s'éteigne pour appeler les secours, et c'est ce que lui reproche la justice aujourd'hui. Écoutez ce qu'il disait à son arrivée à son procès aujourd'hui à Saint-Étienne. C'est insupportable pour elle. Elle était très dépressive et la moindre douleur pour elle lui semblait insupportable. Peut-être que moi j'aurais supporté facilement, elle ne la supportait plus. Personnellement, je me fiche éperdument de ce qui m'arrivera. Le verdict m'importe peu. Même si ça pouvait diminuer ma peine, je ne dirais pas que j'ai des regrets, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas de regrets. J'aurais des regrets dans le cas contraire, si je ne l'avais pas fait.
Alors Jean Mercier, qui je vous le rappelle est âgé de 87 ans, souffre lui-même de la maladie de Parkinson. Il est atteint d'un cancer de la prostate. Le tribunal de Saint-Étienne, le parquet en tout cas, a requis au moins 3 ans de prison avec sursis. La décision du tribunal sera rendue le 27 octobre prochain. Une première réaction, je vais de nouveau commencer par vous, Laurent Baumel. Déjà, ce procès hors norme, avant de venir sur le fond de ce drame. Franchement, c'est très douloureux de voir cet homme traîner devant un tribunal. Voilà, ça, c'est choquant. Même si effectivement il y a des lois et la justice applique les lois, mais c'est très choquant. Alors les parlementaires, vous le savez, ont essayé de régler un tout petit peu la question cette année en votant une nouvelle loi sur le droit à mourir dans la dignité. Alors on n'est peut-être pas allé aussi loin que ce que certains, dont je fais partie, auraient d'ailleurs souhaité, mais on a quand même introduit des dispositions nouvelles, ce qu'on appelle la sédation profonde par exemple, qui pourront permettre dans un certain nombre de cas de soulager des souffrances. Je pense que c'est une étape vers d'autres dispositions qui devront arriver un jour. Cette loi sera réexaminée en deuxième lecture. Si oui, je crois qu'on n'est pas encore au stade final. David Lisnard, ce que je veux, dit Jean Mercier, c'est faire changer la loi. Il estime que l'arsenal législatif aujourd'hui, la preuve, c'est qu'il est traîné devant les tribunaux, ne règle pas des drames comme le sien. Oui, effectivement, c'est douloureux. Je crois qu'il y a une contradiction entre ce qui relève de la morale individuelle, de l'éthique individuelle, et moi je ne porte surtout pas de jugement comme pour le suicide, qui renvoie toujours à des situations particulières, difficiles, et personne ne sait ce qu'il ferait. Enfin moi je ne sais pas ce que je ferais dans de telles circonstances, donc je comprends parfaitement le geste de ce monsieur. C'est de l'intimité. Et puis la loi, il y a une contradiction entre la morale individuelle et le droit et la question juridique. Et en ce qui me concerne, je crois que sur ces questions, il faut être extrêmement prudent, et je trouve normal que la société, à travers la loi, se protège quand même de l'acte de mort donné volontairement. Voilà, c'est une question qui est extrêmement difficile au juge d'interpréter. On voit bien d'ailleurs que dans les réquisitions, c'est de la prison avec sursis. Et donc déjà dans le réquisitoire... Pour un homme de 87 ans qui est malade... mais je trouve que le dispositif légal n'est pas si mal fait que ça, parce que imaginez tous les abus. On parle parfois de suicide assisté. Moi, je suis vraiment contre. Je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Et vous imaginez les histoires, les cas de conscience. Donc que la société se protège de l'acte de mort volontaire, c'est tout à fait logique. Et je pense que la loi doit être assez conservatrice. La loi Leonetti du 22 avril 2005 est une bonne loi. La notion de sédation approfondie et prolongée est aussi... c'est du palliatif intelligent, mais avec beaucoup de prudence. Et d'ailleurs, la bioéthique est un thème dominant dont on ne parle pas assez. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Mais ce qu'on constate quand même, Isabelle Bordry, c'est que chacun de ces cas est éminemment, évidemment douloureux, mais éminemment particulier. Comment faire pour que la loi règle tous les cas à la fois ? Il y a certains pays qui y parviennent. C'est effectivement ce que vous disiez. C'est très difficile de partir d'un cas particulier pour en faire une réflexion collective, surtout quand c'est des cas qui sont aussi touchants et aussi intimes. Donc c'est le rôle des parlementaires, et le débat doit effectivement avoir lieu et aller jusqu'au bout. Toutes les questions doivent être soulevées. Et là, pour le coup, les associations, les médecins doivent prendre part au débat, car c'est un sujet, compte tenu de la prolongation de la durée de vie aujourd'hui, qui va être de plus en plus important, et il faut que ça soit un vrai sujet de société auprès des parlementaires, des ONG, des médecins et des citoyens. Fatima Benoma. J'espère que ça sensibilisera vraiment l'opinion publique par rapport justement au projet de loi sur la fin de vie qui va bientôt se décider, parce que par définition, l'acte de suicide n'est pas quelque chose qui est vraiment répréhensible par la loi. Comment punir quelqu'un qui lui-même a décidé de mettre fin à sa vie ? Je pense que c'est un droit. Mais l'assistance au suicide, oui. Voilà, tout à fait. Et justement, on ne peut pas vraiment parler de droit tant qu'une société n'en pense pas vraiment l'usage et l'accès, typiquement dans ce genre de situation de maladie irréversible, qu'on ne peut pas comparer à une espèce de déprime réversible, justement, qu'on peut soigner. Et je pense que je comprends qu'il puisse y avoir des travers, et justement c'est parce qu'il peut y avoir des travers qu'une loi doit être complète et pensée vraiment que ce soit sécurisé, pris en charge par la société, et pas que ça puisse finir par négligence, par ou bien des meurtres déguisés, ou bien des systèmes d'hôpitaux qui se débarrassent finalement de personnes
qui seraient vus comme des poids pour la société. Et c'est justement en faisant une loi intelligente et poussée qu'on n'abandonne pas ces personnes à ces sorts ou justement à du bricolage comme ce monsieur a été réduit à faire pour délivrer la personne qu'il aime de ses souffrances. Vous restez avec nous tous les quatre, vous restez avec nous de l'autre côté de l'écran. On se sépare pour une très courte page de pub. On se retrouve avec les révélations du quotidien Le Monde concernant les projets d'Anne Hidalgo pour la capitale. A tout de suite. Deuxième partie dont on ne va pas se mentir. Anne Hidalgo a-t-elle l'intention de rallumer la guerre de Paris, de faire une nouvelle révolution dans la capitale? Le quotidien Le Monde publie les grandes lignes d'une note confidentielle rédigée par le cabinet de la maire de Paris, adressée au gouvernement, dans laquelle Anne Hidalgo fait part de son souhait de récupérer la totalité de l'autorité sur la voirie parisienne, de remettre en cause la répartition des compétences entre l'État et la ville, de faire évoluer la carte des arrondissements. La maire de Paris qui entend, je cite, porter une nouvelle étape dans l'histoire de la conquête démocratique de Paris qui ne fasse plus peur à l'État central. Quel est donc le sous-texte? Faut-il voir dans ce projet une manœuvre électoraliste? C'est justement ce qu'elle essaie, dit-elle, d'éviter. Isabelle Bordry, je sais que vous avez lu ce papier de nos confrères du Monde. Qu'en pensez-vous? Pour être très honnête, j'ai du mal à me faire une idée. Si c'est véritablement dans une démarche d'intérêt général du Parisien, et je vais même plus loin, de la région Île-de-France, parce que Paris étant vraiment le cœur et névralgique, il y avait des exemples qui étaient donnés sur les prises de décision sur la fermeture des voies sur berge, sur lequel, effectivement, Madame Hidalgo avait été bloquée à l'époque par le préfet, et donc elle explique que ceci n'est plus possible dans le fonctionnement de la ville. Et je trouve que si c'est effectivement retravailler un jeu de pouvoir et contre-pouvoir, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour repenser l'intérêt général des Parisiens et introduire peut-être plus de démocratie, plus de flexibilité entre les mairies d'arrondissement et la mairie de la capitale, ça a du sens. Si elle expliquait effectivement sur des grandes décisions, je vais maintenant demander aux Parisiens ce qu'ils en pensent en démocratie directe. Si c'était un moyen pour elle de rentrer plus en discussion avec les citoyens, alors là oui. Ce que l'on perçoit dans son objectif ou dans sa stratégie paraît plus effectivement un objectif électoral de répartition de la population et des voix que d'un véritable objectif de transparence et d'amélioration de la vie quotidienne des Parisiens. Je trouve que ça manque. Et elle voudra une application de ces modifications, un rééquilibrage dès les élections municipales et métropolitaines de 2020. L'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et l'Élysée, prépare un projet de loi modifiant le statut de Paris qui pourrait être examiné au Parlement début 2016. C'est ce qu'affirme cet article. Vous étiez au courant, Laurent Baumel ? Non, je découvre. J'ignorais cette problématique qui se prépare. Mais bon, je pense que Paris a une double nature. C'est à la fois une ville avec des habitants, voilà, et donc avec des enjeux locaux, la circulation, les services publics, et puis en même temps, c'est la capitale de la France. Et évidemment, l'État ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe à Paris. Donc j'imagine qu'effectivement, de temps à autre, et peut-être le moment est venu, il faut recaler un peu l'organisation, la répartition des compétences, qui s'occupe de quoi. Et je trouve pas... D'ailleurs, elle parle pas de révolution, elle parle de rationaliser l'organisation administrative. Oui, c'est pas, pour récupérer toute la mainmise sur la voirie, ce qui est le cas dans d'autres grandes villes. Hein. Oui, alors... Paris a un cas singulier. Peut-être que... Voilà, peut-être que... On regardera quand le projet de loi nous arrivera ce qu'il faut faire, mais peut-être qu'effectivement, c'est judicieux, j'en sais rien. Mais la question de la manœuvre électoraliste ou du sous-texte, elle se pose dans la mesure où on se dit, mais pourquoi maintenant ? Je crois que la dernière grande modification... Attendez, les prochaines élections municipales sont en 2020. Donc oui, mais entre-temps, il y a la définition du Grand Paris. Ouais. Et il y a peut-être un enjeu de pouvoir entre les deux. Peut-être. Alors, je ne suis ni parisien ni francilien comme élu, donc peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, mais moi j'avais l'impression qu'on était plutôt sur la tentative de rationaliser une organisation. Parce que la dernière grande modification du statut parisien, c'est l'élection de son maire au suffrage universel. Je crois que c'était en 1977. Merci. Donc on se demande pourquoi maintenant, David Lisnard ? En tout cas, c'est très intéressant. Moi, j'ai lu cette interview. C'est très intéressant parce qu'elle dit
et parce qu'elle ne dit pas. Dans ce qu'elle dit, il y a de la stratégie et de la tactique. Je crois que l'enjeu, il est aussi par rapport au gouvernement. Elle s'affirme en leader au Parti socialiste en jouant la carte municipale. Je trouve que c'est très intelligent de sa part. Et elle propose des choses qui sont intéressantes. Fusionner le département qui a le même périmètre qui existe depuis 67, je crois, et la commune, ça me paraît tout à fait logique. Il y a des effets de bureaucratie aujourd'hui totalement inutiles. Il y a quand même une grande ambition. Alors, il est vrai qu'on a envie de dire, on aimerait que les rues soient propres, parce qu'on voit une dégradation de l'espace public à Paris, mais je ne peux pas dire du mal d'Anne Hidalgo, parce qu'elle a tweeté récemment qu'elle allait s'inspirer de l'exemple cannois en matière de lutte contre l'incivisme. Donc, du coup, elle a recueilli un peu plus d'intérêt positif. De votre part. Mais ensuite, il y a la tactique donc, par rapport au gouvernement, par rapport à Emmanuel Macron aussi. Elle affirme son autorité par rapport au gouvernement. Et il y a de la politique pour plus tard. Elle se positionne. Il y a ce qu'elle ne dit pas. Parce que je pense que les frontières des arrondissements, c'est un épouvantail, c'est un leurre. Je crois que ça n'a aucun intérêt. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est le mode de scrutin. Puisqu'on veut parler de démocratie, je ne comprends pas. Autant je comprends qu'elle veuille avoir des pleins pouvoirs sur sa commune dans ce qui relève des compétences des maires. En revanche, je ne comprends pas qu'elle ne dise pas une évidence, c'est que le maire de Paris, toute voix doit compter. Et si elle ne le dit pas, c'est parce qu'elle n'a pas été majoritaire aux dernières élections si on devait additionner les voix. Absolument. On pourrait très bien garder les arrondissements actuels, mais pour que chaque voix ait le même poids, pour l'élection du maire, additionner toutes les voix. D'ailleurs, c'est ce que propose à juste titre Nathalie Kosciusko-Morizet. Le même reproche avait été formulé à l'égard de Bertrand Delanoë, le fait qu'il n'ait pas été élu avec un nombre majoritaire de voix. Gaston Defferre à Marseille en 83. Voilà, mais du fait de l'organisation du mode de scrutin par arrondissement qui vote ensuite pour le maire de Paris. Fatima Benomar, l'écologiste que vous êtes, réagit comment à ce projet? Parce qu'il y a aussi beaucoup de questions liées à l'environnement et la reprise en main de la voirie sur l'ensemble du territoire parisien. C'est un enjeu environnemental fort pour Anne Hidalgo. Oui, je trouve intéressant justement qu'elle se mette vraiment sur le fait de s'appuyer sur la légitimité démocratique en fait. C'est quelque chose qui revient vraiment et on voit qu'elle essaye d'assumer des prérogatives parce que je trouve que dans Hidalgo, il y a quand même une graine de frondeuse. En tant qu'écologiste, j'avais bien vu qu'elle s'était affirmée contre Ségolène Royal quand il a fallu attendre son feu vert, c'est le cas de le dire, par rapport à la circulation alternée. On sait ce qu'elle pense de la loi Macron par rapport au travail du dimanche. D'ailleurs, il faut savoir que ni la maire de Paris, ni le conseil municipal, le conseil de Paris, et encore moins les travailleuses et les travailleurs n'ont été consultés par rapport à cette loi. D'ailleurs, même les parlementaires n'ont pas eu leur mot à dire. Et ça ne concerne pas que Paris, pour le coup. C'est vraiment quelque chose où elle affirme l'enjeu démocratique, parce qu'elle est élue en tant que maire, ce qui est le cas ni du préfet, ni des ministres qui sont nommés, et encore moins de Macron, qui est le moins élu des ministres. Et je me demande si c'est cette affirmation par rapport à ces désaccords avec le gouvernement qui s'exprime ici. Cet enjeu-là est effectivement très fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle parle de ne pas effrayer le pouvoir central. Et je crois qu'il faut aussi relier cette prise de position à la journée des maires. Il y a aujourd'hui, il y a longtemps que je le pense, et ça sera encore plus vrai après l'interdiction du cumul des mandats, il va y avoir une affirmation du pouvoir des maires et une opposition face au pouvoir central. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de voir l'histoire de Paris, on remonte à la commune du 171, mais je crois qu'il faut relier les deux. Il y a la défiance, l'État s'est défié de Paris parce que c'est défié des Parisiens qui étaient révolutionnaires de temps à autre. Mais aujourd'hui, je crois que Paris est beaucoup plus proche des autres villes dites de province vis-à-vis de la défiance dans l'autre sens, vis-à-vis de l'État. Et c'est très intéressant. Enfin, c'est un autre thème de débat, mais je trouve ça très intéressant. Je voudrais juste rajouter justement qu'elle ne peut pas non plus rester toujours que sur cette espèce de posture d'incarner cette démocratie elle toute seule. Et que si elle veut vraiment assumer ce statut de frondeur, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'opinion d'intérêt général des Parisiens, eh bien, il faudrait qu'elle pousse la logique jusqu'au bout avec des votations citoyennes, des initiatives de référendums locaux et tout sur ces questions-là. Et elle aurait d'autant plus de légitimité que juste s'affirmer, voilà, on avait voté pour moi, donc sur un certain nombre d'années, c'est moi qui commande au nom de l'élection qui m'a mis à la tête de Paris. En une phrase, Isabelle. Oui, c'est ce qui ressort. Il y a un jeu de pouvoir que lorsqu'on est à l'extérieur, on a du mal à effectivement décoder. Et ce qui ne ressort pas, c'est le fait que les citoyens sont au cœur de sa réflexion.
Autre sujet sur lequel je vous demande de réagir ce soir, mais là c'est une question-réaction, pas de débat, juste une réaction chacun. Caramba, encore raté. Le Conseil constitutionnel confirme l'interdiction d'Uber Pop en France après avoir été saisi par Uber, l'entreprise américaine de véhicules de transport avec chauffeur. Il est interdit par le Code des transports d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent au transport de passagers à titre onéreux sans être une entreprise de transport. C'est ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel. Uber se déclare déçu. Cessera-t-elle pour autant, cette entreprise, d'essayer d'installer Uber Pop? Ce n'est pas sûr. Une réaction, Laurent Baumel, pour ou contre Uber Pop? Plutôt contre, mais il faudrait pouvoir développer. C'était très rapide en tout cas, Isabelle Bandré. Je pense que c'est important qu'il y ait une régulation sur les transports et cette régulation existe. Il y a la vie de personnes qui est en jeu. Donc sur la notion d'Uber Pop, je pense que c'est bien qu'on ait cette décision. Maintenant, on peut se poser la question sur le covoiturage, qui est aussi, on va dire, assez proche. Et par contre, tous les progrès qu'a permis Uber en tant que société sur d'autres aspects économiques sont absolument phénoménaux et il ne faut pas qu'ils soient cachés par cette déception, ou en tous les cas ce manque sur Uber Pop. Alors sur la question du covoiturage, justement, parce que c'était l'un des griefs soulevés par Uber, le Conseil constitutionnel considère que le covoiturage n'est pas concerné par cet article du Code des transports. David Lisnard ? Je partage cette approche, c'est-à-dire oui à la liberté entrepreneuriale, et Uber a remis en cause des modèles établis qui étaient obsolètes, mais non à la distorsion de concurrence et au détournement des règles et à une paupérisation même du transport. Et donc Uber Pop, à mon avis, n'a pas sa place dans le champ légal commercial français. Alors Fatima Bennomar, votre parcours me fait penser que vous êtes contre Uber Pop, mais en même temps, vous avez l'âge et le mode de vie qui, paraît-il, correspond parfaitement à cette application. Alors vous êtes pour ou contre ? Je dirais pour Blablacar. Je dirais pour des systèmes de solidarité qui ne soient donc pas à but lucratif, mais à but d'organiser la solidarité. Donc contre Uber Pop. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron et de l'opposition d'Anne Hidalgo à sa loi concernant notamment l'ouverture des magasins le dimanche. Emmanuel Macron a rencontré les parlementaires du Parti socialiste aujourd'hui dans le cadre des journées parlementaires. Emmanuel Macron, qui il y a quelques jours a eu des propos discutés et en tout cas polémiques sur le statut des fonctionnaires, ce qui lui a valu de la part de ce qu'on appelle les frondeurs, dont fait partie Laurent Baumel, des critiques assez acerbes. On va entendre Yann Gallu, qui est député PS du Cher et qui est aussi un frondeur, mais puisque vous y étiez, Laurent Baumel, dites-nous comment ça s'est passé, cette rencontre. Pas de chahut? Non, mais c'est pas la tradition du groupe socialiste de chahuter, d'autant plus qu'en ce début de rentrée, le président du groupe, Bruno Le Roux, a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait qu'on soit bien unis, qu'on fasse taire nos divisions, nos critiques. Donc d'emblée, de toute façon, il a installé un climat dans ce séminaire qui n'incitait guère les uns et les autres à s'épancher sur des critiques. Yann Gallu l'a fait très courageusement et à mon avis de manière pertinente. Il a pointé le problème que posent les déclarations répétées d'Emmanuel Macron. On est dans une période où le premier secrétaire du Parti socialiste cherche à rassembler la gauche. Il va même organiser pour cela un référendum et dans le même temps on a un ministre de l'économie qui ne cesse d'utiliser une rhétorique et des provocations qui finalement créent des difficultés au sein de la gauche et de son électorat. Donc c'est un vrai problème, mais il n'y a pas eu de chahut parce que c'était pas l'ambiance. Alors vous parliez de Bruno Le Roux, mais plutôt qu'entendre Yann Gallu, on va écouter justement ce que disait Bruno Le Roux à son arrivée ce matin à ces journées parlementaires. Tendez l'oreille parce qu'il emploie un mot à votre sujet dont je ne suis pas sûre qu'il vous fera plaisir. On écoute Bruno Le Roux. Il y a des crises aujourd'hui sur lesquelles nos concitoyens se posent des questions. Quand je vois que même sur ce terrain, les râleurs s'expriment et mettent en cause la politique du gouvernement, je me dis que de toute façon, il y a aujourd'hui un parti pris qui est de tout critiquer et de vouloir absolument dézinguer l'action qui est menée. Et ça, je pense que ce n'est pas responsable. Voilà, vous n'êtes plus des frondeurs, vous êtes des râleurs. Bruno Le Roux a utilisé le mot plusieurs fois sur plusieurs médias différents. Et je ne sais pas du tout à quoi il fait référence. J'ai l'impression qu'il fait référence à l'affaire des réfugiés, mais sur l'affaire des réfugiés, on est solidaire à 100% de la politique de François Hollande et on n'a exprimé aucune critique. Donc, si vous voulez, là, il y a une espèce de fantasme
que je ne comprends même pas. On vous a réentendu depuis quelques jours. Il y a même eu, et donc je parlais à Diane Gadu tout à l'heure, des appels à la démission d'Emmanuel Macron pour ses propos sur les fonctionnaires. Oui, alors si c'est à ça qu'il fait référence, oui. S'il fait référence au fait que nous sommes un certain nombre à considérer que les provocations rhétoriques récurrentes du ministre de l'économie ne rendent pas service à la lisibilité de l'action gouvernementale et au sens qu'il convient de donner à ce quinquennat, oui, là je suis d'accord et je le répète ce soir. Alors une réaction rapide de David Lisnard. Alors, vous n'en avez pas le monopole, hein, mais il y a un côté quand même très puéril dans tout ça, surtout quand on voit la situation du pays. On répétera tout le long que tout vient de cet immense malentendu d'une élection qui est faite sur une thématique très forte contre la finance et puis d'un pouvoir qui godille avec des prises de position d'Emmanuel Macron. Moi, j'en arrive à me demander si ce n'est pas de la stratégie gouvernementale et présidentielle. Alors, on décale de 3 mois les exonérations de charges pour économiser 1 milliard, c'est dire dans quel état on en est. Donc, on plante les patrons, la parole donnée aux patrons et à beaucoup de petits patrons. Hein, et puis, on lance donc cette phrase sur le statut des fonctionnaires pour une sorte de pare-feu, pour montrer qu'on pense être moderne. Et puis, ça anime le débat. Enfin, tout ça, c'est pas très mature, quoi. C'est pas très sérieux. Et pendant ce temps-là, le pays décline. C'est ce qui nous pose problème. Fatima Bennomar. Bon. Déjà, les rapports de M. Macron et des parlementaires, je peux comprendre qu'ils soient attendus, puisque les parlementaires aux législatives de 2012, comme vous l'avez dit, ils ont été élus sur un programme qui est dans la dernière ligne gauche, on va dire, des présidentielles. C'est vraiment affirmé à gauche, avec ce fameux slogan « Mon ennemi, c'est la finance, et je le combattrai ». Et donc, en vrai, on ne peut pas juste décréter le slogan « Il faut rassembler la gauche », parce que si on voit quand même le bilan où on en est là tout de suite du quinquennat, il a commencé sans le front de gauche, qui n'ont pas voulu rejoindre le gouvernement. Il a continué sans EELV, qui à un moment a quitté le gouvernement. Et maintenant, je dirais qu'il continue sans les socialistes, suite à la démission de M. Montebourg et de M. Hamon. Et donc, voilà, il continue finalement en se droitisant à se couper de toute sa gauche. Et on ne peut pas après dire, bon, mais ce serait bien quand même de se rassembler à gauche, avec finalement le seul dernier petit argument, le fameux vote utile, mieux vaut encore nous que l'extrême droite. Donc, je pense que c'est pas tellement une question... est-ce qu'on est mature, est-ce qu'on est ensemble et tout. C'est une question de clarification. Est-ce qu'on est encore dans une lutte contre la finance et c'est un débat qui divise au sein même du Parti socialiste, puisqu'on a eu les frondeurs, les socialistes affligés, enfin on a toutes les nuances du monde et on ne va pas juste les récupérer en un claquant de doigts. Claude Montois. Isabelle Bandry. Oui, en fait, on s'aperçoit qu'un gouvernement a été élu sur des principes qu'il ne peut pas mettre en place. Il ne peut pas. Enfin, qu'il ne voilà. peut Alors pas. vous êtes la thèse du there is no alternative. Alors après, moi de manière assez après de manière assez pragmatique, regardons ce que veulent les gens et les sondages. Macron est plutôt bien positionné. Je ne parle pas du Parti socialiste. Je parle, on va dire, des citoyens français en général. Les sondages ne sont pas tellement pour François Hollande, mais par contre, s'il y en a un qui ressort un peu son aiguille du jeu, c'est plutôt Macron. Pourquoi ? Mon analyse, qui est totalement citoyenne, est parce qu'il a les pieds dans la réalité. Il a les pieds dans la réalité, il a le courage à l'heure d'Uber de parler du statut du fonctionnaire qui quand même a été déterminé en 45 ou 46 et qui doit forcément évoluer à un moment donné. Et ça serait formidable que la gauche le fasse évoluer. Ça serait formidable. Il a le courage de parler des 35 heures, qui a été faite aussi sur des dimensions du partage du travail dont on sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Et ça serait formidable si c'était la gauche qui la faisait évoluer. Mais il y a peut-être un malentendu. quelque chose à cela. Comme il est ministre, c'est bien qu'il le fasse alors. Il y a peut-être un petit malentendu. Vous l'avez qu'à le prendre si vous gagnez les élections. Non, mais il faut qu'il le fasse et il faut qu'il soit moderne. Et je pense que c'est important de tenir compte aujourd'hui de l'état général des Français qui sont plutôt, je pense, pro-Macron. Mais il y a peut-être un petit malentendu sur le fait que ce n'est pas pour cela que les parlementaires socialistes et leurs alliés écologistes ont été élus. Voilà. Oui, mais si je puis rajouter quelque chose, c'est que
3-4 ans. Quand vous dites qu'il a les pieds dans les réalités, moi je ne sais pas, je sais que les collectifs féministes, on a dénoncé la loi Macron, parce que les pieds dans la réalité qu'on a, c'est aujourd'hui comment organiser le monde du travail, notamment du côté des femmes. Parce que la loi Macron va concerner beaucoup des métiers féminisés, caissières, vendeuses, femmes de ménage, etc. C'est des femmes qui commencent leur journée à faire le ménage 3 heures chez quelqu'un, puis qui vont tenir la caisse en temps partiel l'après-midi, puis qui vont finir nounou le soir, et qui, dans tout ce système économique, vont être payées au lance-pierre à la fin du mois. C'est ce qui fait qu'ils ne pourront plus payer leur logement à la fin du mois et qu'ils vont finir comme moi ouvrir des squats. Madame, aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons un réaliste. Le réalisme, selon vous, n'est qu'une précarisation et le fait d'empêcher après les personnes de pouvoir répondre correctement à leurs besoins. Alors peut-être que lui, de son côté, il a l'impression que c'est ça le réalisme, mais les pieds sur terre, c'est ce que vivent les travailleuses et les travailleurs aujourd'hui dans des conditions matérielles insoutenables. Nous n'avons pas la même vision. Laurent Baumel. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que, contrairement à commentaire ambiant, Emmanuel Macron est beaucoup plus dans l'idéologie que dans le pragmatisme. Il est dans l'idéologie libérale, teintée de sociale en ce qui le concerne, on va dire social-libérale des élites françaises, et notamment des élites technocratiques dont il est un des représentants. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que méfiez-vous aussi de l'histoire des sondages. Parce qu'aujourd'hui, une personnalité de droite qui dirait des choses de gauche serait populaire. Une personnalité de gauche classée à gauche qui dit des choses de droite est populaire. Mais cette popularité, elle est illusoire, parce que quand on arrive au moment des véritables élections, les gens ont des référentiels. C'est pas ça qui fait. Sur les élections intermédiaires, c'est pas ça qui fait un résultat électoral. Moi, la gauche n'a pas eu. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'abord de rassembler son camp pour pouvoir éventuellement envisager de l'élargir et de gagner des élections. C'est pas les déclarations d'Emmanuel Macron et probablement pas non plus la politique qu'il mène qui est de nature à rassembler la gauche et à lui permettre de gagner les élections régionales. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pas par infantilisme. C'est parce qu'on considère, si vous voulez, qu'il y a un décalage entre ce qu'on devrait porter et ce que l'on fait. Vous étiez fait gronder, là, en disant râleur. Ah oui. Il nous reste peu de temps. Je voudrais quand même qu'on parle de cet accord intervenu entre ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Après 6 mois de crise et près de 3000 morts en Méditerranée, ils se sont accordés sur la répartition de 120 000 réfugiés dans les différents pays de l'Union. Plusieurs pays, dont la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, ont voté contre cet accord. Donc, il s'appliquera, mais il n'est pas contraignant. Écoutez ce qu'en disait Bernard Cazeneuve à la sortie de ce sommet. Écoutez. Il s'agit de mettre en place de véritables centres d'accueil et de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Ces centres doivent permettre l'enregistrement des réfugiés et la rétention de ces derniers jusqu'à cet enregistrement, mais aussi doit permettre la reconduite à la frontière de ceux qui relèvent de l'immigration économique irrégulière vers les pays d'origine. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur la nécessité de mettre en œuvre désormais ces conventions de retour avec les pays de provenance. Alors ça, c'était la déclaration du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Un accord, en effet, a été trouvé, mais la déclaration de Bernard Cazeneuve cet après-midi ressemblait beaucoup à celle qu'il a faite il y a 15 jours. On a quand même un sentiment de répétition. Écoutez. D'abord, nous avons besoin d'un dispositif efficace et puissant de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. La France considère, comme l'Allemagne, qu'il n'y a pas de possibilité d'assurer la soutenabilité de l'accueil des réfugiés s'il n'y a pas un dispositif organisé, puissant, efficace de contrôle des frontières de l'Union européenne. Deuxièmement, la mise en place des hotspots doit permettre de distinguer au moment du franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne ceux qui relèvent du statut de réfugiés et ceux qui ont vocation à être reconduits dans leur pays d'origine. Fatima Benomar, on n'avance pas vraiment. Non, bon déjà, j'ai trouvé moi très choquant qu'il a fallu quand même la photo de cet enfant mort face contre terre pour qu'on sorte de l'inertie alors qu'on commentait avec une espèce de distance les 2600 personnes noyées en Méditerranée. Et je trouve que la France n'est plus du tout à la hauteur des enjeux. C'est quand même le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Je compare cette espèce de chiffre de 25 000 réfugiés qu'on devrait accueillir aux 100 000 logements vides qu'on a à Paris. Et on n'est pas du tout à la hauteur et il va falloir savoir ce que la France veut incarner dans l'ère qui s'ouvre. Ce sera une ère de réfugiés de guerre, de réfugiés climatiques, de réfugiés économiques et il faut aussi faire à un moment un bilan de nos responsabilités en tant que pays armeur,
pollueurs, pilleurs souvent de pays du Sud. Et c'est ce bilan-là qu'il faut faire et non plus toujours se penser bon seigneur, se dire est-ce qu'on accueille, dans quelles conditions on accueille ces airs-là qui viennent vers nous. Isabelle Baudry, très rapidement, pardonnez-moi. Parce qu'on a Oui, c'est plus les beaucoup valeurs temps. de l'Europe qui sont en jeu et il est absolument fondamental que ces gens qui souffrent et qui quittent leur pays à cause de la guerre soient accueillis correctement. Et je trouve effectivement que la France était un peu tardive dans ses prises de réaction. David Listin, très vite aussi. Oui, l'Europe, c'est une communauté d'intérêts et il est normal qu'on défende des intérêts. C'est une communauté de valeurs. Et heureusement que ce sommet des ministres a réussi à trouver une solution avec quand même une ligne de fracture. C'est du conjoncturel, c'est de l'immédiat, mais il fallait le faire. Mais avec une ligne de fracture au sein de l'Europe qui est très inquiétante pour la suite avec les pays de l'ex-bloc soviétique. Et puis, effectivement, structurellement, il va falloir bien éradiquer la cause de tout cela, à la fois en termes de développement, mais aussi d'éradication de l'État islamique, qui est vraiment l'ennemi absolu aujourd'hui. Laurent Baumel. Moi, sur ce sujet, je trouve que le président de la République et le ministre de l'Intérieur portent une position qui est juste, c'est-à-dire à la fois Ils vont assez loin ? Oui, la tradition d'accueil de la France et de l'Europe de manière générale, qui ne peut pas se fermer. Et puis en même temps, il faut une régulation, parce qu'il ne faut pas que ça déstabilise le fonctionnement des États. Donc je pense que la position est juste. Merci à tous les quatre. Image de fin, c'est Yannick Noah qui prend ses fonctions, qui prend les commandes de l'équipe de France de la Coupe Davis. Fin du jeunisme. On fait appel aux anciens et à leur expérience. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Écoutez d'abord la réaction de Florian Philippot sur notre plateau ce matin. Et puis, ce que ne lui répond pas directement, mais quasiment Yannick Noah. Ensuite, écoutez. On va rechercher, pour des raisons peut-être un peu publicitaires, quelqu'un qui a fait son temps. Voilà, qui a fait son temps. Qui a fait son temps aussi bien dans le sport que dans la chanson, manifestement, vu ces derniers succès qui sont quand même des bides. Bon, après on l'aime pas, c'est pas le problème. Je veux dire, un peu de renouvellement en France, ça fera pas de mal dans tous les domaines. J'ai l'habitude de ça, depuis toujours. Quand j'ai commencé à jouer, j'allais me planter, c'était pas possible. J'avais pas de revers, pas de coup droit. Capitaine, première fois, trop jeune. Capitaine, deuxième fois, tu connais pas les joueurs. Capitaine, tu connais pas le jeu des filles. Chanteur, tu sais pas chanter, etc., etc. Oui, très souvent, j'ai dû faire preuve d'autorité. Et cette fois-ci, j'aurais pas peur de faire preuve d'autorité, bien entendu. J'ai un plan, a-t-il dit, il va falloir s'y soumettre ou s'y démettre. Avis aux joueurs de l'équipe de France de la Coupe Davis. Excellente soirée sur iTélé. On se retrouve demain à 20h30 avec le même plaisir, j'espère. À demain.